Merci d'être avec nous ce matin. On est dans la suite à l'ITSEN. Nous allons recevoir maintenant monsieur... Yoman, le coach Yoman en notre compagnie. On le reçoit depuis maintenant un mois et demi. On va dire. Ouais. Oui, exactement un mois et demi. Et nous sommes très heureux d'ailleurs de nous abreuver chaque fois à sa source et à son intelligence. Aujourd'hui, c'est son intelligence émotionnelle qu'il va nous faire partager, et surtout en milieu professionnel. Celui, quand il commence, il ne s'arrête pas. Donc, on va poser des questions. Il faut qu'il sache que nous sommes en télé, qu'il faut laisser la respiration, qu'on pose des questions. Voilà, Exactement. C'est un coup magistral, c'est un partage. Exactement. Voilà, ça, soit dit en passant. On peut dire ça en même temps dès maintenant. Comme ça, c'est bon. Coach, ça marche. Bonjour. Intelligence émotionnelle en milieu professionnel. Les mots-clés, intelligence, émotion, professionnel. Exactement. Alors bonjour et bienvenue. C'est toujours, c'est toujours un bonheur. Oui, peut-être par déformation professionnelle. On est dans la dynamique explicative parfois. Alors il faut comprendre déjà par intelligence émotionnelle la capacité qu'une personne peut avoir non seulement à identifier ses émotions, les connaître, les maîtriser et connaître aussi les émotions des autres. C'est exactement cela, l'intelligence émotionnelle. La prise de conscience des émotions que nous avons et on va se rendre compte qu'elles sont manifestées en 4 compétences essentielles, comme on peut le voir sur l'illustration. On a identifié donc les émotions chez soi et chez les autres parce qu'il ne faut pas simplement faire attention à nos émotions à nous, mais comment elles interagissent avec d'autres personnes, les assimiler. Donc, comprendre pourquoi, par exemple, je suis en colère, ça aide justement dans l'intelligence émotionnelle. Et un autre aspect, c'est comprendre son émotion, comprendre pourquoi exactement c'est de la joie qui se manifeste au lieu de la tristesse, par exemple, parce que chaque émotion est là pour nous apporter un complément d'information et nous pousser à poser une action dans le temps. Et puis, enfin, réguler, donc ça nous permet justement de pouvoir choisir, à un certain stade de l'intelligence émotionnelle, nous pouvons choisir quelle émotion utiliser dans une situation précise. C'est la raison pour laquelle on parle d'intelligence émotionnelle en entreprise. Justement, l'intelligence émotionnelle en entreprise n'est pas la même intelligence émotionnelle en famille, à l'école, ailleurs. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'intelligence émotionnelle en entreprise? Dans un milieu où, quand on arrive, on est nouveau dans un travail, tout ça, on n'est pas là depuis la naissance, il y a des codes, il y a des non-dits, il y a des us et coutumes. Exactement. Est-ce que ce n'est pas la même chose que la même intelligence émotionnelle qu'on utilise à la maison ou ailleurs? Je dirais c'est la même, mais que nous allons justement, c'est un peu comme si nous étions abreuvés à la source de cette émotion-là, et intelligence émotionnelle. Et en entreprise, il y a juste maintenant qu'à déployer ce qu'on a appris. Le contexte en entreprise, il est particulier. Absolument. Tout comme le contexte à la maison, il y a différentes intelligences, il y a différentes compétences, il y a différentes humeurs aussi, il y a différents caractères. Et en face de toutes ces humeurs et ces caractères, comment je trouve ma place émotionnellement parlant dans ce contexte-là? C'est à ce moment-là justement que vous réalisez que la personne en face de vous peut être intellectuellement bien intégrée dans l'entreprise. D'ailleurs, on va se rendre compte que depuis le dernier forum économique a montré qu'aujourd'hui, les compétences qu'on appelle les hard skills ne sont plus celles qui sont mises en avant dans la sélection des personnes à l'intérieur d'une entreprise, par exemple, et que parmi les 10 compétences que les RH recherchent aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle est en top 3. Derrière, mais vraiment loin, loin, loin devant plutôt, tout ce qui peut être compétences, diplômes, compétences techniques, etc. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, pour répondre à la question de Marco, quand une personne arrive et qu'elle est nouvelle, le premier sentiment, c'est la peur. La peur. On est perdu. Exactement, on est perdu, on cherche ses marques, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un qui aura fait un coaching ou qui aura écouté Matin Bonheur aujourd'hui comprendra que la peur n'est pas une mauvaise émotion. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire pendant longtemps, la peur, elle est juste là pour vous dire, écoutez monsieur, faites attention, vous êtes en face d'un nouveau challenge. Vous êtes en face d'une situation à laquelle vous n'êtes pas habitué et qui requiert de vous de la concentration, de la discipline pour que vous puissiez réussir. Donc, quand quelqu'un comprend ça, il comprend que la peur ne doit pas être un facteur bloquant, mais plutôt un facteur qui l'amène à challenger davantage. Donc, il n'est pas limité par ses défis, il défie tout simplement ses limites. Alors, comment mettre en adéquation son intelligence émotionnelle avec le travail préalable qui a été bien fait et le milieu professionnel dans lequel on évolue? Eh bien, il n'y a qu'à avoir 2 personnes dans une même pièce et à voir justement comment elles se comportent toutes les deux par rapport au non-verbal pour réaliser l'impact
qu'une émotion peut avoir sur une autre personne. Prenons un exemple tout simple ce matin. Prenons l'exemple de Marco et d'Alix, qui ont pour mission de tenir les téléspectateurs en haleine depuis 6 heures jusqu'à 7h30 à peu près. Alors, imaginez un instant que Marco arrive en colère. Il arrive, mais vraiment, il est, comme on dit, d'une humeur mais vraiment désagréable. Merci pour moi. Est-ce que c'est possible? Ce qui arrive rarement. Ce qui arrive rarement, mais imaginons un seul instant que l'émission se tienne dans ce contexte-là. L'atmosphère sera très Malgré tous les efforts que vous faites pour essayer de le détendre et tout, il a des réponses sèches, il a des réponses, mais vraiment, comme on dit, coupantes. Il est bien détendu là. Donc, effectivement, son intelligence émotionnelle ici, c'est sa capacité en fait à ne pas laisser transparaître une émotion qui ne sert pas son travail, qui n'aide pas son travail en fait à s'effectuer. Il sera intelligent émotionnellement lorsqu'il aura la capacité, l'aptitude, l'habileté à dissocier une émotion qui peut-être était due à l'environnement familial, était peut-être due à une mauvaise nouvelle, etc. et à trouver le bon schéma émotionnel, le bon, comme on parle de fréquence en émotion, la bonne fréquence émotionnelle qui lui permet d'être là en situation, ce qu'on appelle être en présence. Il est en présence, il vit l'instant présent, donc et il est dans ce carpe diem pendant 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure de temps, sans que, justement, ça n'interfère avec ses capacités. Coach, il y a un exemple que je vais vous donner. Oui. Je suis désolé par rapport aux téléspectateurs, parce que c'est un peu subjectif, mais il vous arrive d'animer, de présenter une émission, de faire un travail. Quand vous êtes en deuil, par exemple, je vais dire, vous avez appris le décès d'un membre de votre famille, la veille, et le lendemain, vous êtes à l'antenne. C'est ça l'intelligence émotionnelle? Oui, c'est ça. Et arriver à sourire quand même. Exactement. C'est ça l'intelligence émotionnelle, mais ici, l'intelligence émotionnelle va se dissocier de l'hypocrisie, par exemple. Ou va se dissocier du fait d'être un super-héros. Non, vous n'êtes pas un super-héros. Vous allez vous servir, en fait, d'une émotion comme un deuil, c'est la tristesse. Mais derrière, vous vous dites, je suis ici, en fait, pour honorer la mémoire, par exemple, de ce défunt. Ça peut être un père, ça peut être une mère, etc. Je veux faire ça, justement, pour montrer que cette personne n'a pas eu tort de me scolariser, n'a pas eu tort de me porter jusqu'à ce niveau-là. Ici, j'utilise une situation qui est, en ma défaveur et je vais l'exploiter en ma faveur. Donc, dans l'intelligence émotionnelle, toute situation qui arrive doit pouvoir me servir. N'oubliez pas ce principe essentiel de l'intelligence émotionnelle, c'est que quand je décide, par exemple, d'être en mode joie, est-ce que ça m'aide vraiment? Parce que parfois, on pense que la joie est une bonne émotion. Elle peut nous desservir. Parce que si on est joyeux, détendu, donc trop serein, dans une prise de parole en public, ça peut vous poser des problèmes. Parce que vous n'aurez pas vraiment pris le pouls, comme on dit, de la situation. Donc, vous arrivez un peu en surconfiance là. Malheureusement, parfois, vous n'avez pas ce réflexe-là de faire attention à des détails intéressants ou des détails importants, et puis vous flanchez. C'est un peu comme l'image que nous avons encore donc, dans l'illustration, c'est-à-dire qu'il faut réussir, voilà, à un moment donné, entre le cœur et les neurones. Et ça, c'est très, très important. C'est un jeu d'équilibrisme constant. Et vous voyez que personne n'est au milieu. On est à deux extrémités parce que c'est deux fonctionnements différents. Depuis longtemps, on a fini par identifier une personne par rapport à son QI, c'est-à-dire à son coefficient intellectuel. Donc, sa capacité à résoudre des problèmes en utilisant un process intelligent qui lui permet de partir d'un point A à un point B. On parle d'intelligence déductive ou d'intelligence mathématico-déductive, mais on est arrivé à un point, il n'y a pas très longtemps, que des chercheurs de l'université, par exemple, de Yale aux États-Unis, du New Hampshire, vont réfléchir et vont se dire, mais attention, il y a un autre process par lequel certains étudiants qui n'ont pas réussi leur test de QI réussissent à résoudre des problèmes, mais qui étonnent le monde entier. Alors, ils vont revenir, mais vraiment des centaines d'années en arrière, et vont s'intéresser, par exemple, à l'intelligence d'Einstein, qui a été à la classe de CE1 jusqu'au CM1 refoulé par son institutrice en disant clairement dans ses notes d'école, cet enfant n'est pas intelligent, il ne pourra pas terminer le cursus scolaire. Mais on va se rendre compte qu'Einstein, plus tard, va révolutionner le monde par la forme d'intelligence qu'il avait, qui n'était pas forcément une intelligence rationnelle. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, notamment au milieu scolaire, la dyslexie.
Voilà, par rapport aux enfants qui sont en difficulté d'apprentissage. Exactement. Il faut que ceux-là, on leur apprenne à pouvoir utiliser l'intelligence émotionnelle au bon moment. Il est important, c'est même impérieux qu'un enseignant, un pédagogue prenne conscience qu'il n'existe pas qu'une seule forme d'intelligence. Malheureusement, pendant longtemps, on a mis plusieurs enfants dans un même cadre et on a voulu leur donner une certaine connaissance qui soit entre guillemets homologuée. Alors que, par exemple, on a des enfants qui sont visuels, là on est vraiment en plein PNL, on a des enfants qui sont auditifs, il y a des enfants qui sont les deux, il y en a qui sont kinesthésiques. Tout le monde n'a pas la même forme d'intelligence. Exactement. Et il y a un cas qui est très important dans ce que vous avez dit. En milieu professionnel, Basile Boli, qui racontait un jour sa vie, il est venu dans un club et on lui a dit non, qu'il serait bien qu'il parte nager. Il n'est pas bon pour le football. Ça a fouetté son orgueil. Jacques Brel, grand artiste qu'on a connu et qui reste dans l'inventaire de l'humanité, a passé un concours de chant. Il était 17e, il voulait abandonner. Il y a eu cette force-là qui lui a dit à un moment, il faut y aller. Résister, il faut y aller. Exactement. À la vérité, moi, je pense que c'est la vraie intelligence, ça. Exactement, la vraie intelligence émotionnelle, en fait, qui ne suivra pas forcément les sentiers battus. Ça n'a rien à voir avec les diplômes où il faut faire A plus 1 plus 1 égale à 2. Non, ça, c'est une autre forme d'intelligence. Exactement. Mais qui vraiment va jouer sur ce qu'on appelle la force intuitive. Vous savez, l'intuition, aujourd'hui, c'est une forme d'intelligence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire pourquoi lorsque vous rencontrez une personne et que lors d'une poignée, simplement d'une poignée de main, vous sentez que ce n'est pas quelqu'un de bien. Vous sentez que ce n'est pas quelqu'un de correct. Vous sentez que ce n'est pas quelqu'un qui va vous faciliter la tâche. Mais pourtant, rien dans son attitude, rien dans sa façon de faire, rien dans le CV qui vous présente ne vous dit qu'il sera un mauvais employé, par exemple. Justement, coach, face à ce genre de personnes, il y a des personnes qui voient le mal partout. Il y a des personnes qui ont un souci qui vraiment particulier d'intelligence. Non, face à ce genre de personnes, on fait quoi? On garde son sang-froid. Comment l'intelligence émotionnelle doit réagir? Voilà. Alors déjà, quand vous êtes en face de ce genre de personnes, vous devez savoir que chaque personne a son histoire. Et histoire, ça vient de historica. Historica vient simplement de l'enquête personnelle. Ça veut dire que derrière chaque personne, il y a une enquête personnelle, il y a des retentissements. Et ces retentissements ont en fait lieu dans l'environnement familial. Donc, s'il est suspicieux de cette façon-là, ça peut avoir été des choses qu'il a chopées dans son environnement familial. Il est peut-être issu d'un milieu familial dans lequel on voit le diable partout. Donc, il grandit dans une atmosphère. On compare toujours. Moi, j'en ai... Voilà, exactement. Il y a toujours la comparaison, après, deuxième niveau où on peut, choper ce genre d'attitude, c'est le milieu qui nous entoure. Vous savez que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous influencent le plus. Donc, les 5 personnes qui nous influencent le plus déterminent qui nous sommes. Alors, si vous êtes entouré de personnes, en général, dans votre quotidien, qui ne voient que le mal partout, vous êtes amené par l'effet de ressemblance à justement fonctionner comme ces personnes-là. Maintenant, en face d'une telle personne, quand vous êtes intelligent émotionnellement, vous avez déjà compris ce que je viens de vous expliquer. Vous avez déjà compris qu'en fait, c'est sa façon à elle de fonctionner et que vous n'êtes pas obligé de vous laisser emporter par cela. Donc, vous entrez en fait, l'intelligent émotionnel devient un peu à un moment donné comme un acteur. Un acteur qui peut camper n'importe lequel des rôles qui lui est donné au point que vous le regardiez un peu comme le Chaka, le petit garçon qui a campé le rôle dans les microbes. À un moment donné, on ne fait plus la différence entre le personnage et la personne elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle est capable d'utiliser des émotions de pleurs, par exemple, et vous croyez que la personne est vraiment en train de pleurer. Ou elle utilise une émotion comme, par exemple, l'indifférence. En fait, ici, dans ce schéma-là, il faut être indifférent émotionnellement. Ça veut dire quoi? Indifférent émotionnellement veut dire que, oui, il a crié, son but est de m'énerver, mais je ne suis pas obligé de le suivre. Comme on dit, de le rejoindre dans la poubelle. C'est un exercice fastidieux. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce stade-là, à faire en sorte que, parce que dans un jargon, par exemple, populaire, on dit qu'il faut 2 personnes pour qu'il y ait des histoires. C'est-à-dire que si je vous provoque, par exemple, et que vous ne réagissez pas, au bout d'un certain moment, moi, je serai le honteux dans l'histoire. Je vais faire peut-être beaucoup de bruit, mais tant que vous ne réagirez pas, vous allez, moi, m'amener à réaliser ma bêtise. Voilà. Donc, très souvent, dans ce genre de situation, il faut éviter la réaction. Voilà, c'est là où on tombe vraiment dans l'erreur. En entreprise, etc. On sait bien qu'on est ici. Notre but, c'est de produire du résultat et puis d'avoir peut-être une carrière. C'est peut-être d'avoir une élévation. C'est peut-être d'avoir une sorte de promotion. Gâcher sa bénédiction. Voilà. Et si vous laissez des personnes vous éloigner de vos objectifs juste parce que vous êtes dans un environnement professionnel, on ne vous demande pas d'être amoureux. On ne vous demande pas d'aimer les gens.
on vous demande d'être en bonne intelligence. D'être professionnel. Et être professionnel veut dire tout simplement que vous trouvez toujours la bonne fréquence qui vous permet d'avoir des feedbacks dont vous avez besoin. Vous êtes, comme on dit, un bon cool acteur. Avec tout le monde. Un bon acteur. Exactement. Et la frontière avec l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie, donc comme le mot l'explique, hypocrisie, ça veut dire que vous êtes en deçà de ce que vous êtes réellement. Or, dans l'intelligence émotionnelle, vous êtes au-delà de ce que vous êtes réellement. Donc, je comprends maintenant pourquoi chaque fois quand on était gamin à la maison, que nos parents reviennent du travail, il y a un souffle, il y a un souffle, il y a le... C'est-à-dire on a l'impression que... Il y a une pression qui est retombée. Exactement. C'est en grandissant qu'on remarque, mais mon Dieu, ils ont dû souffrir. Effectivement, parce que les émotions, en fait, sont des énergies. Oui. Et ces énergies-là, quand on les met en rayon infrarouge, on peut se rendre compte que, par exemple, une émotion comme la joie influence particulièrement la cage thoracique. Une émotion comme la tristesse va influencer un peu l'abdomen. Une émotion, par exemple, comme l'inquiétude, etc., va agir sur le dos. Donc, vous allez vous rendre compte que... Une émotion comme l'amour, ça agit. Ça agit sur presque 93% de notre corps. Ça fait du bien, l'amour. D'accord. Et la haine, ça a la même proportion également, 93%. Coach, on dit que quand on est très énervé, notre salive sécrète du poison. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça sécrète du poison? Pas vraiment du poison. Alors, on entend ça souvent dans les conversations. Mais en fait, c'est toxique pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, lorsque vous mettez en colère, ça va agir sur des organes internes comme la bile, par exemple. Ça va agir sur le foie, sur l'estomac. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes en colère, vous n'avez plus faim. C'est un coupe-faim, la colère. Quand vous êtes en colère, vous n'avez plus envie de manger. Et le réflexe naturel, quand vous êtes en couple, par exemple, et que vous n'êtes pas content de votre épouse, vous repoussez sa nourriture. Parce qu'en fait, cette émotion-là agit sur votre estomac. Et à la longue, si vous n'y prenez garde, une émotion qui est stockée quelque part devient une motion. Donc, emotion. Donc, motion, c'est quelque chose qui bouge, quelque chose qui remue. C'est pour cela que, d'ailleurs, quand vous êtes trop triste, attention, ça va finir par endommager un organe interne. Quand vous êtes trop coléreux, par exemple, vous êtes le genre de personne qui ne laisse pas passer sa colère. Après, ça va agir ulcère d'estomac. La plupart des personnes souffrant d'ulcère d'estomac, je parle sous le contrôle vraiment de toute la corporation médicale et psychologique, vous trouverez que parmi elles, il y a beaucoup de personnes qui ont un problème avec le pardon, un problème avec l'inquiétude, les douleurs, le stress, les douleurs dans le dos qu'on ressent parfois, on a du mal avec le dos, etc. Eh bien, c'est parce qu'on porte toute la charge du monde sur nos dos. On pense qu'on est les seuls à subir les circonstances de la vie. Et vous vous rendez compte qu'en fin parfois de vie professionnelle, quand on arrive à la période de la retraite, beaucoup de personnes se retrouvent avec des AVC, avec des déformations, etc. Mais c'est dû justement à toutes ces émotions qui n'ont pas su être gérées intelligemment. Marco l'a dit tout à l'heure, on a des parents qui arrivent à la maison et qui expirent. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas attendre d'arriver à la maison. Ça se fait quand vous quittez le paillasson déjà des bureaux. Donc les after-work. Et oui, les after-work, ça ne justifiera pas. Ça ne justifiera pas. Mais enfin, ce plateau, c'est officiel. After-work, c'est bon pour la santé, les after-work. Mesdames, laissez-nous rentrer un peu tard. Psychologiquement, c'est officiel. Attendez, je retiens l'heure, il est 6h50. Tout le monde travaille, donc c'est des after-work. L'after-work, c'est bon pour la santé, n'est-ce pas? Par genre. Oui, c'est bon jusqu'à ce que ça ne déstabilise pas l'équilibre familial, ça ne déstabilise pas d'autres choses. Non, madame, madame, on fait confiance à l'intelligence de madame. L'intelligence de madame qui veut le bien-être de son homme. Elle veut le bien-être de son homme. Oui, mais ce bien-être... Parfois, l'homme aussi la laisse sortir. Parfois, l'homme aussi la laisse sortir avec ses copines. C'est l'intelligence émotionnelle. Parfois et tout le temps. Donc oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Dans la balance, on ne va jamais avoir le cœur et les neurones. Répéter ça. L'afterwork, c'est bon. Allez-y. C'est bon lorsque. C'est bon. C'est tout ce que j'avais retenu. C'est bon lorsque c'est utilisé à bon escient, mais parfois, malheureusement, ça devient une plateforme où tout y passe, quoi. Mais justement, vous savez, l'esprit afterwork, c'est en fait la capacité à se déconnecter c'est à l'origine, quoi. Le vrai afterwork, voilà, c'est ça. C'est se déconnecter. C'est une sorte de déconnexion. C'est un peu comme si, quand vous sortez en général de la piscine, quand vous faites un peu de natation, vous sortez de la piscine, vous faites une petite transition sous la douche avant d'aller ailleurs. Voilà. Ou quand vous sortez d'un endroit humide, vous nettoyez les pieds sous le paillasson avant d'accéder à une autre pièce. C'est ça l'esprit. Une zone tampon. Mais ça peut se créer en famille, par exemple. Ça va dépendre de comment monsieur arrive et quel est le type d'accueil qui lui est réservé à
l'arrivée chez lui. Quel est le type d'accueil? Ça, c'est très important. Ça joue un rôle très important. Et l'intelligence émotionnelle, justement, a été développée sur la base des systèmes d'accueil que vous trouvez dans les entreprises. Aujourd'hui, de plus en plus, vous allez remarquer qu'il y a des coins cafés dans les entreprises, des coins repos, etc. C'est fait à bon escient parce que l'objectif ici, c'est de casser l'atmosphère de stress, etc. et de permettre aux collègues de se retrouver autre part qu'autour du boulot, qu'autour des réflexions professionnelles. Et ça permet justement une sorte de reboosting. Quand on se retrouve justement dans ces environnements, on peut parler de toute autre chose que du boulot. Et ça, en général, exactement, c'est un peu comme on appelle la psychologie du poisson, qui ressort un peu de son environnement naturel, prend un peu d'oxygène et retourne encore dans le même environnement. Des fois, c'est risque et péril. Oui, des fois, c'est risque et péril, on dira. Donc voilà, en gros, ce que l'intelligence émotionnelle va nous apporter. Nous sommes dans un environnement professionnel de plus en plus challengé, dans lequel on a, comme on dit, c'est comme un gros panier à crabes. On trouve de toutes sortes de personnes. On ne le fait pas dire. Des personnes qui ont des intentions malveillantes, qui, pour des raisons qu'on ignore, d'accord, sont prêtes à tout. Mais en fait, c'est l'esprit de la concurrence, c'est l'esprit de vouloir briller personnellement. Et on ne se rend pas compte que même les étoiles qui sont dans le ciel sont des myriades et des myriades, mais chaque étoile brille de son éclat. Et c'est souvent à côté d'une étoile qui brille déjà que vous trouvez votre éclat particulier. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est aussi ça. Savoir mettre la lumière sur les autres, savoir reconnaître le talent des autres, savoir faire en sorte que les autres puissent briller. Et quand on brille ensemble, eh bien, ça donne quelque chose de particulier. Merci beaucoup, coach. Alors, rapidement, en 5 points, vous êtes en 5 points. Hormis le fait que le after work, c'est légalisé maintenant, en 5 points rapidement, l'intelligence émotionnelle pour terminer en 5 points. Alors, en 5 points, premier point sur l'intelligence émotionnelle, je reconnais mes émotions. Je sais mettre des mots sur les mots, donc M-O-T et M-A-U-X. Donc, je sais identifier mes émotions. Je sais reconnaître aussi les émotions des autres et je sais interagir avec. Ça veut dire que quand je veux une information de la part de Marco, je sais quelle émotion mettre en place pour que Marco soit suffisamment détendu et qu'il me donne ce dont j'ai besoin. C'est être intelligent. Ce n'est pas de la manipulation, c'est être intelligent. Quatrième point essentiel, c'est la capacité que j'ai à ne pas absorber des émotions qui me détruisent. Donc, je reçois des émotions. Si elles ne sont pas bonnes, j'ai l'aptitude de les refouler et de les remplacer tout de suite avec de bonnes émotions. Et en cela, la méthode Coué est parfaite. La capacité à se répéter de bonnes paroles. Et oui, parce que les émotions sont provoquées aussi souvent par les paroles que nous entendons. Tu es une mauvaise collègue, tu es un mauvais travailleur. Ça vient parfois de la direction. Tu ne vas pas arriver quelque part. Tu ne vas pas arriver quelque part. Tu n'es rien, tu ne seras rien. Donc, les paroles limitantes et dégradantes peuvent influencer nos émotions. La seule façon de s'en libérer, c'est d'apprendre justement à répéter de très bonnes paroles le matin au réveil ou quand vous êtes devant votre miroir, d'apprendre à dire je ne suis pas ce que les autres disent que je suis, mais je suis le résultat de ce que je crois que je suis. Et puis n'attendez pas Andjemé, le prophète qui vient vous imposer les mains, qui vous dit que vous êtes béni. Dites-vous le matin, je suis béni, je suis une personne importante, je réussirai ma journée par exemple. Peu importe les challenges qui se présenteront en face de moi, j'aurai les ressources nécessaires en moi pour les dépasser ou pour me surpasser. Et puis si vous vous habituez à ça, au bout d'un certain moment, vous êtes gonflé à bloc et peu importe qui vous parle, il y a déjà une voix qui est déjà enregistrée en vous et qui vous dit complètement le contraire des choses que vous entendez. Voilà, en gros, ce que ça fait. Ça ne rend pas prétentieux parce que des gens aussi, malgré tout ça, on peut vous voir comme quelqu'un de prétentieux, trop sûr de lui. Ça, c'est ce qu'ils voient. Mais ce qu'ils voient n'a forcément pas de lien avec ce qui est en vérité. Et puis, l'intelligence émotionnelle, si ils interagissent avec vous, ils verront que derrière, justement, cet écran Andjemé social que vous établissez, il peut y avoir du fondant derrière. En Afrique, quand vous êtes un peu sûr de vous, on dit que vous êtes gonflé. Ça, c'est très africain. Oui, c'est très africain. Quand vous êtes imposé cette discipline pour paraître. Quand vous ne vous occupez pas de certaines choses, on dit que vous êtes gonflé. Mais en même temps, vous adaptez, c'est-à-dire sans trop tomber dans la bassesse non plus, parce que n'oubliez jamais cela, quand vous allez rejoindre les gens dans la bassesse, on ne vous considérera plus. Et si on ne vous considère plus, vous n'avez plus d'impact personnel. Et si vous n'avez plus d'impact personnel, vous n'êtes rien du tout. Il faut garder toujours le mythe. Il faut garder toujours le mythe. Il faut toujours créer le mystère autour de vous. Ça, c'est très important. Si vous voulez avoir et devenir une personne d'influence, c'est absolument important.
Voilà. Merci infiniment, coach. On a rallongé un peu lundi motivation jusqu'à mercredi motivation. Non, Alix, oui. Il reste 2 minutes. Coach, donc, oui, on peut donc si on revient, les after-work, c'est bien pour... Marco, les 2 minutes. Les 2 minutes d'after-work. C'est-à-dire, c'est la psychologie du after-work. Pas tel qu'il est organisé. Parce que tel qu'il est organisé en ce moment, ça ressemble plus à la fuite de nos domiciles. Ça ressemble plus à la peur d'arriver chez soi. Non, coach, je ne suis pas d'accord avec vous. Pas à la peur. En fait, on sort du boulot. C'est compliqué, c'est difficile. On ne veut pas aller déverser toute sa colère directement sur madame. Vous êtes en colère pourquoi? Il faut une petite transition. D'où les after-work. On a parlé de l'accueil et du départ. Soya Lucien, mon ami, tu sais qu'on est là. Voilà. On va se La question, c'est pourquoi on se sent beaucoup plus à l'aise avec Soya Lucien qu'avec celle avec qui on a promis vivre pour toujours. Soya Lucien, c'est mon collègue. Je vais avec lui dans un after-work, on parle de tout. Et puis voilà. Mais qu'est-ce qui empêche de le faire avec... Quand c'est comme ça, il me donne des conseils, on se donne des conseils. Quand on rentre à la maison, nos conjointes sont très heureuses. Donc, quelles sont la justice? Pourquoi vous souriez? Je vois l'intelligence émotionnelle de Marco dans cette circonstance. Il y a trop de programmation à l'intérieur. Pourquoi vous doutez de moi? Il y a beaucoup de programmation. Que vos intelligences émotionnelles me fassent confiance quand même. Alix se méfie. Alix, vous avez confiance. Non, mais c'est exactement cela. Vous devez savoir que quand vous êtes intelligent émotionnellement, ce n'est pas un lieu qui détermine comment vous réussissez à vous refaire. C'est vous, en fonction de ce lieu-là, qui déterminez ce qui va se passer. Vous êtes maître de vos actes et actions. Exactement. Donc, votre after-work, eh bien, il peut se faire même sur la terrasse de la maison, pourquoi pas. C'est ça. Mais au moins, l'after-work, c'est officiel. Il est demi. Merci.